Ladies and gentlemen, please take your seats. The plenary session from trade wars to war economies, our conflicts rewiring global markets is about to begin. Translation is available. Channel 1 is for English, Channel 2 is for French, Channel 3 is for Arabic, and Channel 4 is for Spanish. And now, please welcome to the stage our moderator for this session, Gallagher Fenwick, reporter and former manager editor at France 24. Hello. Eh bien, bonjour à tous. Comme vous venez l'entendre, je m'appelle Gallagher Fenwick. C'est un vrai plaisir d'être de retour au Dialogue Atlantique. J'ai déjà eu l'honneur et le privilège de faire partie de l'édition précédente de l'année dernière et c'était une aventure intellectuellement stimulante pour dire le moins. Au vu des panels précédents, il est évident que c'est à nouveau le cas pour cette édition. Nous n'avons plus de son depuis les cabines d'interprétation, malheureusement. J'appelle un technicien pour résoudre ce problème au plus vite. Merci. Nous attendons le retour du son en cabine que nous n'avons toujours pas, dit l'interprète. J'attends le son en cabine, s'il vous plaît. Nous n'avons toujours pas de son pour faire la traduction, s'il vous plaît. Merci d'envoyer un technicien dans les cabines de traduction. Marshall Frank Hansen. Frank Hansen, et merci d'avoir résolu le problème de micro. Ici, voici votre siège. Bienvenue, Jonathan Miller, qui va également nous rejoindre. Merci. Et finalement, mais non des moindres, Sir John Sears. Et il reste une place pour vous, Jonathan. Sir John Sowers, juste un petit rappel par rapport à l'AD 2025. C'est une application sur laquelle vous allez trouver les biographies de tous ces messieurs et les questions que j'ai posées qui font partie de ce panel. N'hésitez pas à cliquer sur le tabulateur d'interactivité et sur l'une des 3 réponses potentielles pour répondre à ces questions. Pour dresser un petit peu le tableau, une petite vidéo d'introduction. Merci. Le changement mondial au niveau du commerce international, les tensions commerciales et les conflits rémanents accroissent les pressions à travers le monde en termes de tarifs, sanctions et l'interruption également de certaines chaînes d'approvisionnement, la compétition, les tentatives de survie par rapport à de nouvelles politiques, une nouvelle économie de guerre émerge, mettant en question l'avenir du commerce ouvert. Et juste au centre de ce changement se situent les États-Unis avec l'approche America First qui a gagné du terrain en termes de tarifs et qui a déplacé les lignes pour redéfinir les tarifs entre les États-Unis et le reste du monde. Différents instruments de compétition géopolitique. Est-ce que cela va impacter les relations dans l'espace atlantique? Quel est le rôle que la région atlantique joue pour permettre une résilience économique et revitaliser les échanges? Comme vous venez de l'entendre, nous allons explorer un petit peu comment les guerres commerciales et les conflits armés entrent en relation de conflit avec les réalités économiques, avec une interdépendance et comment il y a aujourd'hui une weaponisation, si on peut dire, en fait, une utilisation agressive de guerre commerciale aujourd'hui. Donc, on va voir un peu comment ces outils financiers sont utilisés comme des instruments aujourd'hui de concurrence géopolitique et parfois une espèce de guerre commerciale. Des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement locale ont fait leurs impacts sur les différentes régions
avec également un problème au niveau de la résilience. Je vais poser une question pour quelques remarques d'introduction à ces panélistes. Monsieur Colomina, vous travaillez au bureau de l'OTAN avec peut-être une vision par rapport aux dimensions sécuritaires à travers le prisme commercial aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci en tout cas tout d'abord au Dialogue Atlantique de cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici à Rabat parmi vous. C'est une question très pertinente. La réponse rapide, selon moi, est probablement que sans sécurité, il n'y a pas de prospérité. Le contexte sécuritaire dans lequel on évolue et que nous connaissons aujourd'hui est clairement l'un des plus instables et l'un des contextes les plus peu sûrs l'on peut observer depuis pratiquement 2 décennies, avec toute une série de guerres avec la Russie, l'Ukraine, qui en fait laisse l'Europe en pièces détachées en quelque sorte, avec également des conflits ourdissants dans le Moyen-Orient qu'on a observé et qui maintenant, grâce au leadership américain, a pu amener à une médiation avec le Qatar, l'Égypte, etc. et avec un cessez-le-feu, mais néanmoins beaucoup d'instabilité avec beaucoup d'interconnectivité entre les différents défis qui se posent. L'un des exemples les plus parlants sont par exemple des drones iraniens qui sont utilisés sur le champ de bataille, parfois même dans d'autres pays. Donc, beaucoup d'échos d'impact qui émanent de la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire, énergétique, qui affectent effectivement la sécurité alimentaire et économique, qui en fait sont des garanties de prospérité. Ce qu'on a décidé de faire par rapport à cela, c'est en fait de renforcer notre résilience économique, prenant des décisions afin de nous protéger autant que faire se peut au niveau des infrastructures critiques, des infrastructures sous-marines, la chaîne d'approvisionnement qui est indispensable pour la production de défense également, pour apporter une réponse par rapport aux choses que nous observons avec une approche à 360 degrés depuis tous les points de vue stratégiques. Des défis et des menaces émanent de plusieurs angles, concurrence stratégique de la Russie, la Chine, mais aussi l'Iran, les différents défis qui affectent nos économies, nos sociétés, les défis hybrides que nous observons depuis récemment, qui sont également des éléments qui viennent interrompre notre trafic et affectent nos économies. Des décisions lors du sommet de La Haye où on a décidé d'investir 5% pour la défense, c'était une peut-être mauvaise décision par rapport à l'équipement et la capacité de la défense pour apporter une réponse aux défis qui se posent aujourd'hui, qu'on observe de plus en plus. La connexion entre la sécurité et l'économie est énorme à tous les niveaux, mais je vais vous donner un exemple maintenant qui en fait est très lié au panel précédent avec les présidents latino-américains sur l'énergie. Tout simplement, un centre de données de taille moyenne aujourd'hui, un data center pour l'intelligence artificielle consomme pour un jour le même niveau d'électricité qu'une ville de 100 000 personnes en une seule journée. Imaginez-vous le niveau d'énergie qui va être nécessaire pour produire cela si on veut un niveau d'intelligence artificielle qu'on pense tous qu'on va utiliser au cours des prochaines années. De sorte que pour protéger notre chaîne d'approvisionnement et pour les sécuriser, le besoin d'éviter la dépendance ou les dépendances dont on a dû souffrir. Il y a eu une dépendance énorme entre l'Europe et la Russie récemment avec une rupture au cours des dernières années parce qu'on a pris les bonnes décisions, mais c'est un processus extrêmement pénible et qui a un impact sur l'économie. Et c'est quelque chose qu'il faut faire et qui va impliquer des prises de décision très fortes comme celles qu'on a prises au cours des 3 dernières années. C'est mon impression que ces décisions vont avoir encore plus d'impact au cours des années puissante. Monsieur Colomina, merci pour votre interruption. Vous êtes un représentant spécial. Vous dites nous, mais vous faites référence à l'OTAN que vous représentez ici en tant que représentant spécial, l'OTAN pour la partie sud. Alors maintenant, Monsieur Hansen, qui vient de l'Institut maritime du Golfe de Guinée. Merci au Policy Center. Bonjour.
Merci de cette invitation pour l'institution maritime du Golfe de Guinée pour participer à cette rencontre très importante, ce dialogue très important. Comme vous le savez, le Golfe de Guinée partage les perspectives du bassin atlantique et par extension tout également les éléments et les voies commerciales, la relation que l'Afrique de l'Ouest en particulier a vis-à-vis des Européens revient jusqu'à la conférence de Paris. C'est ici un petit peu ce qui nous ramène également dans ce dialogue par rapport à l'industrialisation et la nouvelle vague industrielle. Et il nous faut également d'autres alliés que la Chine pour établir un petit peu ce qui se passe dans notre région. Et il faut comprendre qu'il y a également beaucoup d'importance à intégrer les puissances vertes dans la région. Pour regarder un petit peu en marche avant accélérée ce qui se passe dans ce monde, il y a beaucoup de nouvelles puissances qui émergent et celles-ci souvent se dressent accompagnées de conflits. Il faut donc commencer à devoir être capable de prédire les guerres tarifaires et commerciales qui se profilent. Le Golfe de Guinée essaie de se positionner correctement par rapport à un engagement tout d'abord de la concurrence et de coopération entre les grandes puissances pour avoir un effet levier, pour avoir leur carte à jouer en quelque sorte et pour pouvoir en fait au niveau de l'Afrique subsaharienne être un petit peu le lien atlantique qui fournit le corridor et l'option pour les pays du Sahel également de bénéficier des investissements qui émanent de cette région. Pour conclure mes remarques initiales, j'aimerais aussi encourager notre position par rapport à la côte et le golfe de Guinée, par rapport aux menaces des narcotrafiquants, les pêches illégales qui ont lieu également dans nos eaux, engager nos partenaires, les partenariats pour un code de conduite beaucoup plus restrictif et le type de sanctions qui pourraient être appliquées et améliorer ainsi le commerce-industrie pour avoir un plus grand développement de toute cette côte. Merci beaucoup de votre contribution. Ce matin, on a entendu beaucoup parler des problèmes de crimes international, de réseaux de trafiquants de drogue, etc. Et évidemment, les institutions doivent affronter ce défi d'ampleur. En 20 secondes, vous avez mentionné le Golfe de Guinée à plusieurs occasions, c'est très important. Et moi, je m'inclus également dans cette question. Je ne connais pas très bien cette région, mais il y a 3 ou 4 pays concernés, le Ghana, le Togo. Quels sont les pays qui sont impactés par cela? On n'a pas de carte à l'écran. Merci. Le Golfe de Guinée va en fait du Sénégal, Dakar, et va jusqu'en Angola. Donc c'est un golfe qui a une architecture et une géographie assez vaste, avec une coordination maritime et plusieurs centres de coordination maritime, avec un code de conduite qui doit les régir, en particulier les territoires également internes qui sont liés au Golfe de Guinée incluent le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Il y a des pays d'Afrique subsaharienne également qui dépendent du Golfe de Guinée et qui peuvent être exposés à des coups d'État et à des vagues de terrorisme ou à de la migration. Lorsqu'on parle du Golfe de Guinée, on parle de peuples. Donc, il faut bien comprendre qu'il s'agit de personnes. Oui, oui, je comprends très bien. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Jonathan Miller, la parole est à vous. Si vous avez des remarques introductives, merci beaucoup. Juste un petit rappel, vous êtes également à l'Institut McDonald de droit. Je ne veux pas être le pénaliste méchant qui va changer le cours des questions, mais je voudrais simplement vous donner certains points de vue par rapport à une manière de repositionner la question. Tout d'abord, on a cette conversation ici à Rabat, au Maroc, dans les dialogues atlantiques, mais la chose qui impacte cette partie du monde ne va pas rester dans cette partie du monde et rester confinée. Donc il faut comprendre qu'il y a une interconnectivité très importante. Et la première question que je poserai, telle qu'elle a été posée par notre ami de l'OTAN,
On parle d'économie, de commerce. Ça fait déjà 20 ans qu'on avait cette idée et on a la discussion qui était séparée avant sur la sécurité et maintenant les choses deviennent beaucoup plus mixtes. La ligne entre l'économie et la sécurité nationale est beaucoup plus floue. Deuxièmement, nous devrions avoir des discussions sur l'Atlantique d'une part et d'autre part sur le Pacifique, mais comprendre que ces deux liens, ces deux sujets sont liés. L'autre sujet dont je voulais parler était sur les barrières commerciales. Ça pourrait être un peu provocateur, mais je pense que on se penche trop sur les États-Unis. Je suis d'accord. Et nous oublions nos propres capacités d'agir et la propriété et certaines de nos idées. On parle de défense et moi je parle en tant que Canadien. Nous sommes un des pays qui a les plus grosses difficultés dans cette guerre commerciale, mais il y a plusieurs domaines dans lesquels nous aurions pu agir mieux ou agir plus. Et je pense que les alliés devraient se pencher sur cette capacité. Et enfin, on n'est pas en train de parler seulement d'une puissance et que on parle du rôle de la Chine, bien sûr, mais certaines institutions et le commerce, la position de la Chine est souvent mise en exergue, mais je pense que nous devrions au final regarder en dehors de la région. Et un des domaines sur lequel je me pense, c'est la politique indo-pacifique ouverte, de voir des capacités d'investir de manière libre. Et beaucoup de pays dans cette région ont ces défis. Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup des pays tels que le Japon, en particulier l'administration Takeshi, pour voir comment nous pouvons répondre à ce nationalisme économique. Mon dernier commentaire ici, c'est ne pas de sous-estimer ce qui se passe aux États-Unis, mais qu'il y a d'autres acteurs sur le rang mondial qui pourraient avoir un impact important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait l'ancien président qui parlait de démographie, qui avait comparé le nombre de naissances en Nigeria équivalent à celui de toute l'Europe. Mais si l'on regarde l'Asie par rapport à l'Europe ou d'autres continents tels que l'Europe, je pense que vous avez raison. Monsieur John, directeur de l'agence de conseiller Newbridge Advisory. Écoutez, le désavantage de passer en dernier, c'est que je pense que tout le monde a dit beaucoup de choses. Je suis d'accord avec ce qu'a dit tous les panélistes avant moi. Mais à défaut même s'il y a un risque que je parle trop des États-Unis, mais c'est vrai qu'il est quand même important de noter que le plus grand disrupteur du monde aujourd'hui, c'est l'occupant de la Maison Blanche et de ce qu'il perçoit et sa perception de la sécurité nationale. Bien sûr, on peut se poser la question de est-ce que son approche va être efficace. Mais je pense qu'il faut voir la sécurité de manière différente, comme étant une façon de rééquilibrer le commerce mondial en faveur des États-Unis, en tout cas. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il se penche sur l'hémisphère ouest, un peu comme ça, étant sa priorité. Et cela fait partie d'un concept qui c'est pas très explicite, mais qui est devenu plus explicite dans la stratégie de sécurité nationale qui vient d'être publiée et qui porte sur les sphères d'influence que
que chaque grande puissance devrait être influente dans son domaine géographique. Est-ce que je peux vous interrompre? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a écrit ou même lu ce document? Vous êtes bien placé, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il connaît qu'il maîtrise ces concepts? Écoutez, je pense que c'est un président qui a une tradition orale. C'est pas un grand lecteur. Mais je pense qu'il est très dyslexique, hein, donc il ne faudrait pas se moquer de ses handicaps, mais il a des instincts politiques extraordinaires et sait identifier la faiblesse des autres et des autres pays. Et il sait exploiter et tirer parti de ces faiblesses. Ce n'est pas un fin connaisseur de logique politique. C'est pas le genre de... Il va pas participer à ce genre de débat. Notre think tank a publié un document de 800 pages sur la politique de Trump et je peux vous garantir qu'il y a une personne qui l'a pas lu, c'est le président Trump. Mais il suit beaucoup de ses principes. Écoutez, je pense que c'est une administration beaucoup plus cohérente que sous Trump 1.0. Et je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Et les perspectives de disruption continue dans l'économie mondiale sont particulièrement réelles. On voit l'impact de l'invasion russe en Ukraine et l'impact que ça a eu sur les pays qui étaient particulièrement dépendants des importations de blé. Les pays qui subventionnent le pain, comme l'Égypte, les subventions sont devenues beaucoup plus chères. Les pays qui dépendaient des hydrocarbures russes ont dû trouver des sources d'approvisionnement différentes. Et c'est un conflit régional en Europe. Que se passe-t-il si le conflit s'élargit? Je ne pense pas que cela sera le cas, mais il faut y réfléchir. J'ai parlé beaucoup des États-Unis, mais comme l'a dit John, il y a un acteur qui est très protectionniste, qui est la Chine. L'autre jour, hier, sur un panel, il a été mentionné que la Chine ne veut pas importer quoi que ce soit, sauf ce dont elle a vraiment besoin. Elle veut produire en Chine tous les biens et services pour que sa balance commerciale continue de s'accroître et créer des dépendances à travers le monde. Les deux plus grandes économies du monde opèrent de manière à exploiter leurs avantages économiques et cela aux dépens du reste du monde. Merci beaucoup de vous être penché sur la Chine, car il ne faudrait pas que nous nous contentions de ne parler que de Trump. Je pense que l'exemple chinois est particulièrement pertinent. C'est un peu, effectivement, l'éléphant dans la pièce qu'il ne faut pas ignorer et qu'il a cherché à renforcer la consommation intérieure, mais qui renforce la dépendance aux importations. Madame Pelomina, vous avez parlé du plan d'action du voisinage sud qui cherche à renforcer les liens entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Que pensez-vous de ce partenariat voisin sud-sud qui permettrait de limiter l'impact des conflits régionaux tels que celui que nous avons mentionné entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi celui, par exemple, du Soudan. Oui, en effet, nous avons des partenaires de la Mauritanie jusqu'au Maghreb et aux pays du Golfe, 12 partenaires dans le voisinage du Sud. Nous avons des conversations avec des partenaires potentiels, par exemple dans le Golfe de Guinée. Pour l'instant, Oman et l'Arabie Saoudite n'en font pas partie, mais nous avons des conversations avec ces pays et nous pensons que
en matière de sécurité, il y a des implications pour leurs économies. Par exemple, nous travaillons beaucoup sur la sécurité des frontières, sur les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures critiques. Nous essayons de coopérer avec de nombreux partenaires, tels que le Maroc, qui est très actif dans notre coopération et pourrait bénéficier d'une implication à plus haut niveau. Et je voulais rebondir sur quelque chose qu'avait dit John. Bien sûr, je suis d'accord. On a parlé de compétition géostratégique, on a parlé de la Russie, de la Chine, mais aussi il faudrait parler de l'Iran. Et vraiment, aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour d'être transactionnel. En même temps, je pense que même l'administration la plus transactionnelle, en particulier celle qui est là aujourd'hui, est beaucoup plus impliquée, est très impliquée dans les affaires du monde, est beaucoup plus actif et efficace que la Chine. Et que si nous n'avons pas de solution de la Maison-Blanche aux nombreux problèmes que nous voyons, et même si ces solutions ne sont pas aussi populaires que on le souhaiterait, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas un plan chinois pour résoudre la crise au Moyen-Orient ou la crise ukrainienne. Il y a probablement des réflexions chinoises. Ben, peut-être il y a des plans, mais ce ne seraient pas les mêmes que les nôtres. Ben, écoutez, il y a des plans, mais qui n'ont pas vraiment de bénéfices. Peut-être le plan est de perpétuer la crise. Ben oui, c'est ce que je veux dire. C'est qu'au final, en effet, les États-Unis et cette administration sont complexes. Il faut s'y adapter. Nous, dans l'OTAN, nous avons de très bonnes relations avec nos amis des États-Unis d'Amérique, en particulier avec cette administration. Mais bon, en même temps, on n'a pas le choix. Mais je suis convaincu que les derniers mois ont montré, avec la présence de Trump à la Maison-Blanche, le niveau de dépendance pour résoudre certains des gros problèmes au niveau des relations internationales et l'impact des États-Unis est énorme. Quand les États-Unis ne sont pas capables ou prêts à mettre des solutions, il n'y a pas d'alternative. Il y a des conversations que nous respectons énormément, la capacité de nombreux acteurs, en particulier des pays de la BRICS, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas de solution réaliste en dehors de celle des États-Unis. Bon, c'est difficile de satisfaire tout le monde, c'est clair, mais pour l'instant, nous avons été capables d'atteindre un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Il est fragile. Oui, mais il est là néanmoins. La situation, il y a quelques mois, a été beaucoup plus... la situation est mieux. Oui, il y a encore des morts, mais il y en a moins. Oui, en effet, il y en a moins. Mais il faut continuer un dialogue avec l'administration américaine. C'est indispensable aux relations internationales. Il faut s'adapter à ce qui sort de la Maison-Blanche. Mais en matière de sécurité, il faut rester aussi proche que possible de la réelle politique. Bien sûr, la base des traités de Washington demeure, mais il faut que nous puissions offrir des solutions aux problèmes mondiaux et aux problèmes des populations. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que vous avez dit, John. Monsieur Miller avait mentionné qu'il faut que les pays se placent dans des situations de dépendance et manquent de capacité d'action. Je pense que vous avez entendu la position de l'Espagne qui a une approche intéressante en réponse aux demandes du président Trump concernant la dépense de
le budget. Mais pour en revenir au golfe de Guinée, Monsieur Hanson, vous avez parlé d'un aveuglement maritime et aux problèmes de sécurité dans le golfe de Guinée. Excusez-moi, corrigez-moi si je me trompe, mais 240 milliards de commerce annuel. Comment est-ce que la coopération régionale et internationale pourrait répondre aux menaces que vous aviez mentionnées et libérer ce potentiel de l'économie bleue qui est basée sur l'océan? Écoutez, on a parlé des grands événements géostratégiques, mais parlons de ce qui se passe un peu sur le terrain. Quand on parle de l'économie bleue, on parle aussi de ce qui se passe sur le continent. Dans le golfe de Guinée, 80% est importé. Même en ce qui concerne les disruptions liées à la Covid, elles ont eu un impact important sur les populations. Par exemple, lorsque je suis venu à cette conférence, je suis allé à la plage, j'ai rencontré une femme de 80 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à mes amis? Elle m'a dit, nous n'avons pas de poissons. Notre vie en tant que femme dépend de l'industrie de la pêche. Si on n'a pas de poissons, ça veut dire qu'on n'a pas de protéines, ça veut dire que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc l'infrastructure qui fait le lien entre les zones côtières et l'arrière-pays sont très faibles. Nous n'avons pas d'autoroute. Quand vous dites nous n'avons pas de poissons, et c'est parce que le pillage des ressources par les acteurs étrangers? Oui, tout à fait. Il est souvent cité que les Européens ont plus de poissons à nourrir les poissons plus de farine de poisson pour nourrir l'aquaculture que nous avons pour nourrir nos populations. Mais ceci dit, il y a effectivement des vaisseaux chinois qui viennent pour piller nos ressources. Mais quand on parle de la piraterie, ça veut dire qu'on a des coûts d'assurance qui sont plus élevés, ce qui augmente les coûts de tout. Et quand la Chine se présente, est-ce qu'il y a un mécanisme régional pour essayer d'atténuer les risques que cela peut représenter pour la population locale en matière, par exemple, d'accroissement de pauvreté? Mais il faut avoir une capacité pour répondre à ces menaces. Et c'est là que nos partenaires au sein de l'OTAN, les patrouilles coordonnées ou conjointes, par exemple, nous en avons fait avec la marine française pour combattre la cocaïne et les autres trafics. En ce qui concerne l'investissement en matière de surveillance, de détection, de partage d'informations, alors les choses s'améliorent, mais la capacité en mer demeure un défi et préoccupant. Merci beaucoup. Passons à une autre partie du monde. Monsieur Miller, pour parler un peu du Canada, la politique de l'Amérique d'abord et de son appel à la réforme. Alors là, c'est une question très large, mais comment est-ce que ces transitions sont en train d'affecter le commerce tant nord-sud que est-ouest? C'est une excellente question. Alors, tout d'abord, la réalité stratégique dépend de la géographie. La géographie continue d'être importante. On pense souvent qu'on est dans un monde hyper connecté, mais la géographie compte encore. 70% du commerce du Canada est avec les États-Unis. Ça a du sens. Et il y a de gros défis en ce moment. Mais ce n'est pas un luxe pour nous d'avoir une relation de travail apaisée. C'est une question au contraire existentielle.
Et je pense que nos amis mexicains ont aussi mentionné ce sujet. Deuxièmement, comme l'a souligné notre ami de l'OTAN, nous ne cherchons pas à remplacer des vulnérabilités par d'autres vulnérabilités. Oui, se diversifier, d'accord, mais et s'il faut se tourner pour la Chine, nous l'avons fait déjà. Il y a effectivement des opportunités. Si vous repensez au film Retour vers le futur, avec la machine à voyager dans le temps, on avait déjà essayé de voir comment on pouvait s'attacher à la Chine pour renforcer nos vulnérabilités, mais ça n'a pas marché. Et troisièmement, on peut aussi engager un dialogue avec le reste du monde. Alors bien sûr, la Chine et les États-Unis sont les deux économies les plus importantes, mais par exemple ici au Maroc, je pense qu'il y a des opportunités immenses pour que le Canada s'engage avec le Maroc. Pour le Maroc, pourriez-vous être des exemples particuliers? Oui, la tech agricole. La sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui est existentiel dans toutes les parties du monde. C'est un domaine dans lequel nous pourrions travailler, mais aussi en tant que portail. Je pense que certains pays cherchent des portails vers des régions plus larges. Et pour moi, le Maroc est un de ces pays portails. Merci beaucoup, Jonathan. Vu votre expérience en intelligence, que pensez-vous de des compétitions pour la ressource ou des problèmes de cybersécurité et de l'impact de ces deux questions sur la chaîne d'approvisionnement? Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que la cybersécurité est une menace particulièrement importante qu'il faut bien évaluer. L'échelle, la fréquence des attaques continue d'augmenter. Si vous êtes une agence gouvernementale telle que le MI6, vous pouvez vous attendre à être attaqué par les agences de la Chine ou de la Russie qui essayent d'avoir de nous voler nos bijoux. Mais en même temps, le crime organisé qui peut être basé dans ces pays, mais qui est aussi une menace particulièrement importante. Mais dans l'ensemble, c'est les ransomware, les deepfakes visent à voler de l'argent des entreprises et en général, ils sont très efficaces. Et d'une manière générale, c'est mieux si les entreprises résistent à ces attaques. Et ils se retrouvent devant un dilemme de payer 50 millions pour pouvoir sauvegarder des affaires qui valent 5 milliards. Mais donc, c'est vite vu pour les entreprises, mais ça devient d'autant plus dangereux. Mais que je pense que la technologie va jouer un rôle de plus en plus important à l'avenir. Mais maintenant, l'échelle de coût de ces data centers et de l'énergie qui est nécessaire pour ces mêmes data centers, il n'y a que certains pays qui seront capables de le faire. Nous sommes dépendants de l'Arabie saoudite et d'autres pays pour le pétrole pendant de nombreuses années, mais nous allons à l'avenir être dépendants de certains pays pour nous fournir des systèmes d'intelligence artificielle et les grands modèles de langue, sauf si nous arrivons à avoir nos propres data centers. Écoutez, je pense qu'il faut développer d'autres sources d'énergie, et vu la demande croissante en énergie, mais au niveau de la défense, je pense qu'il est clair que tant les États-Unis que la Chine, dans leur modèle économique, essayent de rendre les autres pays aussi dépendants, de rendre tous les pays aussi dépendants d'eux-mêmes et de réduire leur propre indépendance. Donc j'encourage tous les pays à réfléchir de manière très attentionnée à s'assurer à leur propre dépendance et de ne pas être dépendants d'un seul fournisseur pour un
un matériel ou un équipement ou une ressource. Ou par exemple, les terres rares, la Chine a su bien jouer cette carte et les États-Unis ont fait marche arrière. Et cela, on pourrait dire que que ce n'est que justice pour les États-Unis, mais ça fait déjà plus de 15 ans que les Chinois avaient utilisé les mécanismes ou les armes de terre rare contre le Japon, qui a dû se reculer dans une guerre commerciale, car les Chinois ont été sans pitié en la matière. Le Japon n'avait pas le choix. Juste un petit rappel, mais les terres rares, la composante terres rares est tellement cruciale de si nombreuses industries. Oui, c'est pour ça, c'est tout à fait, c'est pour ça que même pour les technologies au quotidien, le téléphone, on le voit bien. Nous le voyons ici en Afrique. Nous avons été longtemps, nous faisons du souci concernant le conflit au Congo. C'est pas une guerre sur du territoire, c'est une guerre sur les minéraux critiques et il faut comprendre ce conflit comme tel. Si vous êtes trop dépendant d'une seule source, et s'il y a un matériel ou une ressource qui est très importante, cela peut devenir une source de conflit. Alors je vois qu'il nous reste environ 20 minutes. Ambassadeur Colomina, je sais que l'OTAN, vous aimez bien l'approche 360 à la sécurité. Comment cette approche se traduit en termes de résilience économique pour les partenaires du Sud à l'OTAN? J'ai déjà parlé de certains sujets qui font partie de nos conversations habituelles sur les pays du Sud, parce que ça dépend des capacités des pays du Sud et leur capacité à investir plus ou moins dans les relations. Mais nous travaillons bien sur les questions de sécurité et sur les infrastructures critiques et leur protection, ce qui est avantageux pour la sécurité de tous. Puis après, il y a un aspect politique dans tout cela. Et comme je l'ai dit auparavant, il est vrai que les transactions sont importantes dans tout cela, mais en même temps, plus de relations on peut établir avec les différentes parties du monde, mieux c'est. Nous avons plus de 35 partenaires dans le monde, de la Colombie jusqu'à la Nouvelle-Zélande, à l'exception des 2 partenaires que j'avais mentionnés auparavant dans le Sud. Donc il serait pertinent de continuer à travailler politiquement avec tous nos partenaires. Je voulais vous poser une question, si vous pouvez clarifier. Comment est-ce que ces nations du Sud réagissent au fait qu'ils fassent partie à ce plan d'action du Sud? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? C'est vous qui allez vers eux? Quels sont les critères? Et comment est-ce que vous pouvez dire, oui, OK, pour l'Arabie Saoudite et pas pour d'autres? Le plan d'action du Sud a été adopté au sommet de 2024. C'était une conséquence de volonté politique d'impliquer le Sud dans l'agenda de l'OTAN. On a été impliqué avec nos partenaires depuis les années 2000. En 2010, avec le Golfe, on a célébré 20 ans de collaboration l'année dernière. Mais nous avons décidé d'avoir une meilleure stratégie, une approche plus globale avec le Sud, où nous aurions plusieurs piliers: engagement politique, coopération pratique, présence physique dans la région. On vient d'ouvrir notre premier bureau politique à Amman, en Jordanie, récemment, il y a deux mois de cela. Nous avons aussi un centre de formation et d'éducation à Koweït, qui a ouvert ses portes en 2017 aussi. Vous savez quoi? Les documents auxquels se référait Sir John et la stratégie de sécurité nationale qui vient d'être publiée sur 400 pages, il y a eu beaucoup de commentaires et on indique à quel point cette administration est sceptique quant à l'expansion de l'OTAN. Mais malgré cela, vous nous dites que vous venez d'ouvrir un nouveau bureau en Jordanie il y a 2 mois. Alors je vais vous corriger là-dessus. Ceci n'est pas une expansion. Et vous demandez-moi comment est-ce qu'on travaille avec les partenaires. Et là, je vous ai parlé de l'expansion. On n'est pas en train de changer nos partenaires. Ce sont les partenaires qui viennent vers nous. Ils croient que leur sécurité serait meilleure s'ils liaient leurs efforts aux efforts de l'OTAN.
Et c'était en partie la même conversation qu'on a eue avec le Golfe de Guinée. Mais je peux vous assurer que c'est un processus, c'est un travail en cours qui requiert bien sûr la bénédiction des 32 membres de l'OTAN, mais ça reste un partenariat. Le problème d'expansion, au-delà de la stratégie de sécurité nationale, c'est l'alliance, c'est d'aller au-delà des 32 alliances. Honnêtement, je pense que la stratégie de sécurité nationale, qui est bien sûr un document de niveau stratégique, devrait être considérée comme il est. Maintenant, l'application des politiques américaines, dans certains aspects, serait différent, alors que d'autres aspects, à mon avis, auraient quelques petites approches nuancées. L'approche est claire, l'approche globale est tout à fait claire. On va essayer de rééquilibrer la présence des États-Unis avec les Européens et le Canada et leurs efforts qui vont mener les efforts, surtout en Europe, mais je ne pense pas qu'on aurait les États-Unis en retard. Ce qui souhaite que les autres mènent le jeu là où ils menaient le jeu auparavant. Et nous pensons qu'on n'a pas besoin de mener le jeu, mais de compléter plutôt les efforts. Voilà. Sur cet aspect-là, vous avez utilisé le mot expansion de l'OTAN. C'est comme si qu'ils poussaient des épaules les autres nations. En fait, l'élargissement de l'OTAN qui s'est fait dans les années 99 et 2000, c'était parce que les pays voulaient redécouvrir leur liberté après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais ils voulaient garantir la sécurité. En réalité, les nations étaient désespérées pour se joindre à l'OTAN et ont entrepris beaucoup d'actions afin de répondre aux exigences de devenir membre de l'OTAN. Donc l'OTAN était en train de penser que l'OTAN pousse les frontières. C'est une mauvaise conception. C'était plutôt les pays qui avaient besoin de sécurité et ils avaient besoin d'avoir une relation avec l'OTAN, ce qui a donné l'élargissement de l'institution. J'allais dire que j'allais revenir vers l'idée de l'expansion, parce que l'expansion, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On parle d'élargissement de nos politiques, mais c'est un processus où nos alliances qui demandent de joindre leurs efforts, bien parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Ce qu'on a eu en Suède et en Finlande, c'était similaire. L'éléphant dans cette salle, c'était les Russes qui parlent de ça. Lorsque les Russes parlent de ça, la réponse qu'on leur donnerait et qu'on fait depuis plusieurs années, parce que là, on ne leur parle plus, elle était claire, la réponse. C'est que vos actions, ce sont vos actions qui créent le désir dans ces nations de trouver plus de sécurité, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité à cause de vos comportements. Et là, on arrive au cœur de la conversation. Et là, je me tourne vers l'audience pour prendre leurs questions. Et je suis égoïste, mais je pense que ceci est le cœur de la conversation. Sir John, vous avez dit que les pays recherchent la sécurité. Et étant donné l'instabilité et le chaos qu'on voit dans certains pays à cause de certaines opérations, les gens se posent la question à travers le monde. Où se trouverait ma source de sécurité la plus viable? Qui serait mon partenaire le plus viable? Pas à court terme, mais à moyen terme et à long terme. Surtout lorsqu'il s'agit de sécurité pour mon pays et mon peuple. Si nous avons des questions de l'audience, j'ai vu une main levée. Je prendrai peut-être 3 ou 5 questions. Veuillez rester concis et concentré sur le sujet. Je vais essayer de prendre des noms parce que je n'arriverai jamais à me souvenir de toutes les questions. Alors, je crois que cette main a été levée d'abord, puis après, je passerai ici. Voilà, je vais prendre 5 à 7 questions même. Allez, et je vais prendre un. Londres signé Policy Center for the New South. Beaucoup de choses mentionnées ici décrivent relativement ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie, ou plutôt l'oligo-multilatéral multilatéralisme. Donc, le commerce, la dominance et la politique. Et peut-être que l'un des défis maintenant serait le fait que lorsqu'on pense des vecteurs principaux, on a parlé des États-Unis, mais cette dynamique serait valide dans les sous-régions aussi, où nous avons un petit groupe de leaders qui appliqueraient ce genre de politique. Maintenant, quelle stratégie au niveau régional ou au niveau même mondial proposerez-vous aux petits acteurs pour réagir aux
actions multilatérales, ou plutôt aux oligo-multilatéralistes. OK, je vois que le président a une question. Je dois lui donner la parole. On était dans un think tank où il y avait une psychanalyse, des analyses des questions politiques. Maintenant, les politiciens, pas vous, hein, parce que ça n'est pas relié aux panélistes, mais est-ce que les politiciens pourraient tout simplement dire « je ne sais pas, je suis perdu, c'est trop pour moi », juste déjà pour commencer ou entamer une discussion sérieuse pour trouver des solutions. Si nous n'arrivons pas à faire cela, on n'arrivera nulle part. C'est ce qu'on enseigne à nos étudiants d'ailleurs. Quelle que soit la façon, vous ne serez même pas élu parce que lorsqu'on n'est pas convaincant, ça se voit. C'est pour ça que nous avons les paysages politiques que nous avons aujourd'hui. Donc, j'aimerais que vous partagiez avec nous votre expérience comme politicien et pas pour vos postes actuels, pour ceux qui sont en poste. Merci. 2, 3 autres questions, s'il vous plaît? Oui, derrière. Qui a dit ici derrière? Oui, le monsieur, allez-y. Merci infiniment. Je vous en prie, Diego Maroquin, membre du Centre d'études stratégiques. J'aimerais une question. Hier, durant le dîner, on avait parlé des stratégies de sécurité nationale et comment les États-Unis s'éloignent de la compétition stratégique avec la Chine et s'approchent de l'accommodation des pouvoirs mondiaux. Le Mexique et le Canada ont rarement été mentionnés dans le NSS, même s'ils sont les plus grands partenaires de commerce avec les États-Unis. Et ils sont aussi leurs partenaires pour régler les questions migratoires. Ma question, c'est pour Jonathan Principal. Le Canada a été exclu dans cet effort et ils importent beaucoup de véhicules électriques avec toutes les mesures de défense contre la Chine. À votre avis, que se passerait-il avec la stratégie du Canada? Est-ce qu'ils vont maintenir leurs relations stratégiques, même s'ils sont en concurrence avec eux par rapport aux achats de Chine? Ou à votre avis, est-ce que cette relation serait rétablie comme elle était auparavant? Donc, est-ce que en achetant, est-ce que vous pourriez mentionner peut-être votre nom et votre affilié? Diego, membre associé au Centre d'études stratégiques internationales, ancien ADEL aussi. Merci Diego. 2 autres questions? Ici, le monsieur, première rangée. Nom et affiliation, s'il vous plaît. Alors, merci. Je suis Fernando Cardoso. Je suis de Lisbonne. Ma question pour vous serait, nous avons l'administration Trump d'un côté et les États-Unis d'Amérique de l'autre. Ma question, c'est que pensez-vous de cette dynamique? Je peux comprendre pourquoi est-ce que Trump a été élu à cause des dynamiques au sein des États-Unis et surtout l'économie et l'emploi. Ma question. Nous parlons comme si que Trump allait rester en pouvoir pendant 10 ans. Nous avons comme si que nous avions peur. Et les États-Unis, c'est bien plus grand que cette administration, quand même. Cette administration qui est contre le reste du monde. Tout le reste du monde, sans exception. À l'exception d'Israël, en fait. Est-ce vraiment durable comme approche? Merci, M. Cardozo. Une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce durable? Voilà. La dame, là-bas. On n'a pas eu de femme. Oh, bah, bah. Oui, madame. Allez-y. Merci infiniment. Et ça serait la dernière question. Je serai d'accord avec mon président, M. El-Ainaoui. À un certain moment, on doit vraiment se réunir pour rechercher plus de solutions pragmatiques quant à ce qui arrive, parce que ces conflits mondiaux qui ne s'arrêtent pas sont en train d'interrompre les flux de commerce, les chaînes d'approvisionnement, ils causent plus d'inflation,
et plus de problèmes et de crises économiques. Donc, tellement de choses sur l'inflation, sur l'emploi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut vraiment être pragmatique sans pour autant penser que ces matières premières, on ne peut les trouver ailleurs qu'en Afrique. Est-ce qu'on peut arrêter d'être dépendant de l'IA et de la technologie et se concentrer plus sur l'humanité et sur l'espoir? Merci. Bonne dernière question. Alors, le monsieur ici du Cameroun s'est référé au mercantilisme du 19e siècle qui est à la base de beaucoup de politiques internationales américaines et voulait savoir quelle stratégie au niveau mondial pourrait être mise en application par les petits acteurs, comme vous l'avez dit. Marshall Hansen, je crois que cette question est pour vous. Encore une fois, je dirais, la nature, même de nos stratégies à l'époque, serait propice pour plus de mécanismes de coopération. Je préférerais réduire cette question à ce que nous avons déjà dans le golfe de Guinée, en Afrique en particulier. Par exemple, nous avons la ZLECAf en Afrique, la zone de libre-échange en Afrique, où ces stratégies devraient être réduites de manière à pouvoir trouver. Lorsque vous dites réduire, vous voulez dire localiser, parce que ma façon de comprendre, selon ma compréhension de la question, me pousse à penser à Bruxelles, l'OTAN, la Commission européenne, Washington. C'est le moment de devenir plus autonome, plus localisé, selon votre idée? Ben, ça s'est fait depuis plus de 500 ans en Afrique. Pendant 500 ans, on a fait cela. Entre l'Afrique et l'Europe, on n'avait rien à prouver. Maintenant, on en arrive aux réalités d'aujourd'hui. Il faut voir comment est-ce que ces mécanismes seraient appliqués. Il faut travailler avec ce que nous avons, comme le libre-échange en Afrique. Alors que ces stratégies des États-Unis et de l'OTAN devraient nous rencontrer à mi-chemin et devraient nous écouter ce que nous avons à offrir. Le président dit, est-ce qu'on devrait dire non, on ne sait pas? Mais je dirais, ça dépend. Ça dépend de nos intérêts. Ça serait ma question très simple. Ma réponse très simple à la question. Merci pour cette transition. On passe élégamment vers la prochaine question, qui aussi serait liée à la question de la dame du Policy Center for the New South. Et alors que les MENA, est-ce le moment dans l'histoire humaine où des gens, quand vous direz « je ne sais pas », vous pourrez le faire? Je ne peux pas qu'on peut se permettre de dire « on ne sait pas ». Honnêtement, on ne peut pas se permettre de dire cela. Vous aurez des problèmes si vous le faites. C'est pour ça que nous avons des think tanks, des groupes de réflexion. C'est pour trouver des réponses, justement. Honnêtement, je crois qu'on sait ce qu'on doit faire. Mais la réponse rapide serait qu'on ne pourrait pas se permettre de ne pas savoir. C'est dans certaines occasions, on se dit, est-ce que l'OTAN peut gérer les défis venant de l'Est, très proches des tendances classiques et historiques de l'OTAN, et les défis du Sud? Et ma réponse serait, est-ce qu'on a une autre option? Nous n'avons nulle autre option. La sécurité est trop pertinente et importante pour nous et pour tout ce que nous faisons. Lorsque vous regardez la région du Sahel, par exemple, c'est une région dont je suis responsable aussi. Le seul partenaire que nous avons là-bas, c'est la Mauritanie. La majorité des problèmes que vous y voyez, bien sûr, il y a des causes enracinées, mais la majorité des causes que vous voyez, vous ne pourrez pas les résoudre, à moins que vous n'ayez un niveau décent de sécurité. C'est pratiquement impossible de travailler avec des pays qui n'ont aucun contrôle sur leur territoire. Et au final, l'élite de ces pays, la majorité des temps, vont passer à une sorte de bunkerisation de leurs institutions, système financier. Ils vont essayer d'apporter des gardes et des armées pour les protéger, mais le reste du territoire serait ouvert à tous pour le trafic illicite, pour le terrorisme, bien sûr. Le terrorisme qui se déplace rapidement en business plan, en narcotique. Et au final, ils auraient plus de pouvoir, plus de ressources financières et économiques que l'État lui-même. Donc, l'insécurité est un grand problème. Et je ne pense pas que l'on puisse se permettre de ne pas être clair là-dessus.
Je pense que les petits acteurs auraient beaucoup de choses à dire. Le multilatéralisme continuera à être la bonne solution, que ce soit sur le plan régional, avec l'OTAN ou l'Union européenne, ou le multilatéralisme mondial. Et nous savons à quel point ce serait difficile de l'appliquer, mais nous avons fait appel à plusieurs occasions aux responsabilités des acteurs mondiaux. La Russie et la Chine ne sont pas appliqués et nous avons besoin qu'ils assument leurs responsabilités. Nous avons besoin qu'ils puissent respecter les principes et la charte des Nations Unies que nous avons tous adoptés. Bien évidemment, j'allais vous poser la prochaine question. Alors allez-y, vous prenez la transition directement. Ceci est une réflexion très importante qui est venue de notre hôte, le Policy Center, de mon ancien poste dans le gouvernement. Je crois que je pourrais répondre à cette question. Je pense que vous avez raison. Je pense que c'est un point qu'on peut percevoir parce que parfois, on doit dire que l'on perd la boussole un peu. Si on revenait 2-3 ans à l'arrière, on parlait du Nexus du Sud. Je crois qu'on pourrait dire que ça a été fait maintenant, mais ce n'était pas fait selon ce qu'on avait anticipé. Donc, on continue d'essayer de naviguer, mais le problème, c'est qu'on doit continuer. On ne peut pas s'arrêter dans nos politiques. C'est pas comme si on conduisait une voiture et puis on décide de s'arrêter parce qu'on est perdu, on ne sait plus où aller. Ici, on doit toujours trouver un moyen pour continuer. Il est donc important de reconnaître cela, de l'identifier et de comprendre que les choses sont en train de changer, mais on ne peut pas s'arrêter. On doit continuer à avancer. En fait, et corrigez-moi si je me trompe, je crois qu'à un certain moment, on doit arrêter la voiture. Vous ne pouvez pas continuer à conduire dans le brouillard sans savoir où aller. On doit absolument s'arrêter à un certain moment lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'on va et dans quel sens on conduit. Vous avez parlé au nom du Canada, même si vous ne représentez pas le Canada directement, et je comprends, mais on se met dans une position parfois où on peut se permettre ce genre de régression pour nous refléter sur nous-mêmes. Et ce serait ça la question. Et là, je me réfère également à la question de M. Creduza. Il y aurait beaucoup de réactions par rapport à ce qui a émané de la Maison-Blanche. Comment est-ce qu'on peut détailler cela et quelles leçons seraient apprises? Comment est-ce qu'on peut devenir si exposé sur ça? Et dépendant de ce qui se dit à partir de la Pennsylvanie. Je crois que vous avez raison et peut-être que je vais saisir cette opportunité rapidement pour me référer à la question de la Chine. Oui, et l'étape de venir. Au fait, A plus B n'égale pas toujours C. Alors, oui, comme j'ai dit auparavant, nous avons des tensions avec les États-Unis, mais certaines des raisons, sur le tarif avec la Chine, c'est que ce n'est pas un marché à concurrence juste. Nous n'avons pas accès au marché comme la Chine. Là, donc, dans plusieurs sens, ils essaient d'utiliser ce système afin d'exporter les voitures électriques à des taux vraiment peu élevés. Et ceci est un facteur important. Et puis, il faut renforcer les points de vulnérabilité parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas, mais en même temps, il y a des vulnérabilités. Et nous avons vu plusieurs pays où, parfois, lorsque la politique emprunte un autre chemin, et nous avons vu cela dans différentes industries avec nos citoyens qui sont détenus, on peut voir que ces outils peuvent être modifiés en un clin d'œil. Donc, avec plus de clarté, on peut accéder au marché. Et la Chine ne fonctionne pas toujours dans le même sens. Donc, tous ces outils peuvent aller à l'encontre de nos efforts parfois. Merci, Jonathan. Sir John. Monsieur a dit que Trump ne serait pas au pouvoir pour toujours. Et je dirais que vous ne pourrez pas compter sur cette supposition. Peut-être qu'il ne sera pas en pouvoir physiquement pour toujours, mais ses idées resteraient là pendant longtemps. J'ai bien peur. Ce qu'on a vu sortir ou émerger de la Maison-Blanche risque d'être appliqué pendant longtemps. Alors peut-être que Trump n'apporte qu'une clarification, une accélération de quelque chose qui existait déjà au sein de la Maison-Blanche. Donc, on veut bien penser que c'est un orage et que le soleil va briller bientôt, mais j'ai bien peur que ce soit une approche erronée. Quel est votre avis? Vous parlez comme un panéliste, là.
avec cette question. Alors, je serais plus d'accord avec vous qu'avec Fernando, je crois. Je pense qu'il ne serait pas sage de penser que les États-Unis vont revenir sur ses positions. L'Amérique de Trump, je veux dire. Peut-être que le candidat démocratique pourrait en remporter les élections la prochaine fois, mais l'Amérique a changé à jamais. Et ses relations avec l'Europe ont changé. Les relations de l'Europe avec l'Amérique latine ont changé aussi. Et l'Amérique va essayer de travailler contre la Chine, contre la Russie. Et si vous pensez que ceci est un cauchemar qui va être fini dans 4 ans, et puis après vous vous réveillez un jour et ça sera fini, ça serait une stratégie pas du tout sage. Ça serait même pas une stratégie. Vous avez un plan pour changer vos relations avec l'Europe. On doit voir comment est-ce que les petits pays agissent. Et l'une de nos leçons apprises en Europe, c'est qu'il faut travailler ensemble. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont hostiles contre l'Union européenne? Parce que leur économie, tous ensemble, est tout aussi puissante que celle des États-Unis. C'est pour cela que les États-Unis sentent qu'ils sont en concurrence. Donc, peut-être que travailler ensemble et se débarrasser des conflits régionaux, parce qu'il est très facile d'être en désaccord avec votre voisin, mais c'est encore plus dur de trouver un terrain d'entente avec vos voisins. Mais casser les anciennes règles. Si vous n'avez pas un certain niveau d'unité régionale et une approche commune, alors vos chances de résister, comme ce qu'on voit entre la Chine et les États-Unis, va être tout aussi difficile. Merci pour vos conclusions. Maintenant, je vais vous demander de dire quelques mots en 20 secondes en conclusion. Et je demanderai à la régie de mettre ma question pour le sondage que vous trouverez sur votre application de AD 2025. Cliquez sur interactivité et répondez à la question du sondage. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez le faire maintenant, s'il vous plaît. Nous allons voir les réponses et les résultats du sondage sur l'écran très bientôt. Alors, 20 secondes, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je vais reprendre là où j'ai commencé. La sécurité est la base de notre prospérité. Elle est à l'origine de toute prospérité économique et notre cohésion économique. Lorsque vous regardez les 20 dernières années, les pays qui étaient les plus stables et les plus sécurisés, ce sont les pays qui étaient plus prospères au final. Donc, nous devons travailler sur notre propre sécurité et l'OTAN, bien évidemment, va continuer ses partenariats avec tous les pays qui souhaitent entrer en partenariat. Donc, sécurité et prospérité, merci. Donc, Germina. Marshall Frankenson. On a appris qu'on est des retardataires. Nous ne sommes pas des retardataires, nous sommes des prospecteurs. Nous voyons par exemple les derniers liens du Maroc avec le Sahel à travers leur port. Je comprends cela. Comme le couloir de Lobito, qui a été l'un des plus importants en termes de stratégie, après le canal de Suez et tout, et on doit se concentrer là-dessus. Cela pourrait créer une sorte d'échappatoire et par conséquent de la prospérité pour le golfe de Guinée, entre le golfe de Guinée et les pays du Sahel, je veux dire. Je pense que ça serait la solution à venir pour l'Afrique de l'Ouest. Georges Miller, en quelques mots, micro. D'abord, interconnecter les acteurs et des différentes agences. Nous avons parlé de questions sombres et on devrait bien sûr en parler et continuer à en parler, mais il y aurait 2 aspects ici. Au niveau des agences onusiennes, on devrait être à même de renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Merci Jonathan, merci Sir John, merci Franklin et merci. On demande aux panélistes de rester sur scène pour la photo de groupe. Merci pour vos